du gouvernement. Compte rendu du gouvernement. Compte rendu de la 39e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 11 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 39e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la gestion des catastrophes dues aux pluies diluviennes et autres. Le Président de la République a commencé par rappeler sa communication à l'occasion de la 2e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue le 6 décembre 2024, où il avait attiré l'attention du Conseil sur la recrudescence des catastrophes naturelles dans notre pays, entre autres des inondations meurtrières et des pluies diluviennes. Afin de prévenir toute aggravation de la situation, il avait exhorté le gouvernement à renforcer ses capacités de réponse rapides et efficaces face aux crises humanitaires, en dotant les structures compétentes comme la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes, des ressources matérielles et financières nécessaires. Récemment, le 4 et 5 avril 2025, les pluies diluviennes ont frappé la ville de Kinshasa et la province du Congo central, provoquant des inondations sévères, de pertes en vies humaines, des déplacements de population, des destructions d'infrastructures vitales, ainsi que de perturbations majeures des circulations, notamment sur la route de l'aéroport de Ndjili et sur la RN1. Au regard des prévisions alarmantes de la Mételsat concernant le mois d'avril et mai 2025, le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement central et les autorités provinciales de Kinshasa de procéder à une évaluation rigoureuse de l'ampleur de récents événements et de prendre sans délai des mesures d'urgence adaptées afin de soulager les populations affectées et de protéger les vies humaines en complément des actions déjà entreprises. Il a par ailleurs engagé la Première ministre avec tout le ministre sectoriel à définir un schéma clair et opérationnel des gestions de catastrophes en vue de prévenir de nouvelles tragédies. De même, le ministre des Finances a été instruit de veiller à la mise à disposition effective de fonds nécessaires au profit de la Caisse de solidarité nationale et des gestions humanitaires de catastrophes afin de lui permettre de remplir pleinement sa mission. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également
d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec les ministres d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumette dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de suspension des mandataires publics. Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État, en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale. Le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui soit désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. La Première ministre informée. Cette mesure vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence et conformément aux règles en vigueur. Tous les cas de suspension litigieux et ceux contestés en cours doivent lui être communiqués dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le président de la République a engagé la Première ministre à organiser régulièrement, avec le concours de son cabinet, du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'attention des responsables tant des entreprises et établissements publics que de la tutelle sur les procédures disciplinaires afin d'éviter les abus et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été principalement marqué par la consternation consécutive au sinistre dans la ville de Kinshasa, par l'inondation de plusieurs quartiers provoqués notamment par les débordements de la rivière Ndjili. Dans un autre chapitre, il a informé le Conseil de l'organisation d'un atelier dans quelques provinces à l'intention de comités locaux de sécurité en vue de lutter efficacement contre la criminalité et le banditisme. Au chapitre de catastrophes et sinistres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a évoqué pour le cas des pluies diluviennes de Kinshasa les bilans de 48 décès, plus de 7000 sinistrés. Il a aussi fait mention du bilan dans la province du Congo central, mais aussi du naufrage d'une baleinière dans la province de l'Équateur. Des pluies diluviennes ont également fait périr 2 personnes dans la province du Sud Kivu et 2 autres dans celle du Tanganyika. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a quant à lui informé le membre du Conseil de la situation des opérations militaires sur les différents fronts, y compris celles dans la périphérie de Kinshasa. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale a indiqué que la conjoncture économique reste marquée par la poursuite du processus de désinflation et de la stabilisation du marché d'échange en dépit de perspectives mondiales moroses. En effet, l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale reculent par rapport à l'année précédente. Cette situation est le fruit d'un maintien d'une politique monétaire restrictive et d'une meilleure coordination de politiques conjoncturelles. Au cours de la première semaine d'avril 2025, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,16%
contre 0,15% une semaine plus tôt, portant les cumuls annuels à 2,52% contre 3,9% la période correspondante de 2024. En glissement annuel, le taux d'inflation a atteint 10,16% contre 21,34% à la période correspondante de 2024 et une prévision de 7,8% à la fin de 2025. Au 3 avril 2025, le franc congolais a connu par rapport au dollar américain une dépréciation de 0,12% à l'indicatif et une appréciation de 0,16% au parallèle par rapport au 28 mars 2025. Après avoir examiné les facteurs de risque au plan interne et externe, la gouverneure a formulé une série de recommandations afin d'y faire face et de continuer sur la trajectoire de la stabilité et de la résilience. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a présenté la situation épidémiologique en RDC, essentiellement liée au Mpox et au choléra. Avant d'aborder cette question, il a présenté les bilans des désastres survenus à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril 2025, occasionnant de pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dont des matériels roulants, les meubles, les écoles endommagées, les maisons, les ponts, des animaux d'élevage emportés, mais aussi les déplacements de familles inondées vers d'autres maisons d'accueil et ou centres d'hébergement. Au 10 avril, il a été enregistré plus de 70 décès disparus, plus de 150 blessés. 73 établissements de soins de santé ont été touchés dans 8 zones de santé et 21 606 ménages touchés dans les 10 zones de santé et plus de 7 000 personnes sinistrées sont provisoirement hébergées au stade de Martyr et Tata Raphaël. Tous les enfants de moins de 5 ans reçoivent de vaccins et les blessés sont acheminés progressivement dans les établissements de santé. Revenant sur la situation épidémiologique, il a signalé une tendance de diminution pour le Mpox et une hausse des cas notifiés pour le choléra. La situation des pandémies dans les zones sous occupation a fait également partie de la note qu'il a présentée. Note d'information relevant du secteur des affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil la note relative à l'interdiction de la désignation des agents et cadres des circonscriptions foncières par les gouverneurs et autres autorités des entités territoriales décentralisées en vue d'atteindre les objectifs liés à la bonne gouvernance foncière telle qu'inscrite dans la lettre de mission de la Première ministre chef du gouvernement. Or, il s'observe dans plusieurs provinces la violation de la loi en ce qui concerne la nomination dans les circonscriptions foncières qui sont sous la responsabilité directe du ministre des Affaires foncières. Ces nominations qui non seulement violent les textes légaux, mais consacrent également l'absence de l'expertise adéquate. D'autres gouverneurs vont jusqu'à remettre en cause les actes des autorités des tutelles. Pour faire face à cette situation, elle a estimé qu'il est urgent que son ministère prenne les actes qui s'imposent pour mettre fin à l'anarchie qui s'est installée dans ces secteurs au niveau de plusieurs provinces. À son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a donné à l'intention du Conseil les informations sur l'état de la route nationale numéro 1 reliant Kinshasa à Matadi ainsi que sur les débordements des eaux de la rivière Ndjili ayant occasionné des graves inondations et de pertes importantes en vies humaines et matérielles. En effet, le trafic a été perturbé sur la RN1 provoquant de longues files de véhicules disséminés entre la cité des Kassangoul et les triangles de la cité verte à Kinshasa avec plusieurs dégâts, notamment des érosions. Il a rassuré qu'à la suite de travaux entrepris, le trafic a été rétabli 24 heures après pour les petits véhicules. Ensuite, les travaux ont continué jusqu'à pouvoir rétablir le trafic de grands camions. La menace de rupture de la chaussée est écartée alors que les travaux se poursuivent encore pour l'amélioration de la route. S'agissant du débordement de eaux de la rivière Ndjili, il a fait savoir que Kinshasa est en proie à des inondations et érosions occasionnées notamment par les eaux de ruissellement canalisés sans respecter les exigences de l'urbanisme. Les réseaux existants est devenu inopérants pour l'évacuation de eaux fluviales. Les occupations anarchiques des espaces non édificandis constituent une autre pratique dangereuse, accentuant les phénomènes décriés parmi lesquels l'encombrement de berges des rivières. Il a attiré l'attention du Conseil sur le risque que court la partie ouest de Kinshasa de subir les mêmes conséquences à cause de l'occupation anarchique de la baie d'Engaliema. Il a été sur ce sujet complété par le ministre délégué près l'urbanisme et habitat
en charge de la politique de la ville et toutes ses prérogatives, toutes ces questions liées aux inondations ainsi qu'à leurs conséquences feront l'objet d'une ronde réunion autour du président de la République les mardis prochains. Adhésion à l'accord partiel du Conseil de l'Europe. La ministre des Droits humains a présenté au Conseil la note d'information consacrée à l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. L'adhésion de notre pays à cette institution représente une opportunité stratégique pour renforcer sa présence sur la scène internationale et bénéficier d'un cadre de coopération multilatérale favorisant les développements démocratiques, la promotion des droits humains et l'échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Pour la République démocratique du Congo, cette adhésion aura entre autres avantages, la promotion des droits humains et de l'état de droit. En s'associant aux travaux du centre, notre pays pourra bénéficier d'une expertise technique et des recommandations pour améliorer ses politiques publiques en matière de respect de droits fondamentaux et de gouvernance. Relance de la gouvernance de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a centré sa note sur les mesures de relance de la gouvernance de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Elle a indiqué que les derniers rapports État du système éducatif national a établi un diagnostic exhaustif du système éducatif national et décrit un tableau moins réalisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire au plan de l'offre éducative, de la qualité des enseignants, des enseignements et des apprentissages, ainsi que de la gouvernance et du pilotage du sous-secteur. Ces rapports situent également les principaux défis à relever sur le plan de la gouvernance du système et des établissements, de l'efficacité du système de l'inadéquation formation-emploi, des ressources humaines, du sous-développement de la recherche, de l'état des infrastructures et équipements, ainsi que du financement des établissements. À ce jour, outre l'audit sur la viabilité déjà actée par les conseils de ministres, le ministère de l'Enseignement supérieur fait face à deux enjeux importants, notamment l'assainissement du personnel académique par le contrôle des régularités des recrutements de promotion et de l'admission à l'éméritat, ainsi que la restructuration organique des universités et instituts supérieurs publics pour accéder à une maîtrise effective des effectifs partant de l'enveloppe budgétaire salariale. Pour changer des paradigmes, plusieurs actions sont à mener en dépit de la pression et de la résistance de la part de réfractaires au changement et des partisans de la médiocrité qui tirent grand profit du flou entretenu. Ces mesures feront l'objet d'un dossier qu'elle soumettra au Conseil de ministres pour son adoption et son exécution effective. Note d'information relative aux infrastructures et équipements sportifs. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté la note d'information relative à l'état des infrastructures et équipements sportifs ainsi qu'aux exigences de la Fédération internationale de football association et de la CAF. Pour y répondre, il a soutenu avoir recouru aux techniciens sud-africains spécialisés dans la maintenance des aires de jeu en synthétique. Leur action permettra à notre pays d'organiser dans les meilleures conditions les rencontres prévues au stade de Martyrs. Outre la maintenance, la certification de l'aire des Jeux, des travaux d'entretien et de réparation étaient lancés sur certains ouvrages du stade précité. Il a aussi martelé sur la nécessité de souscrire dans le meilleur délai à une police d'assurance pour toute installation sportive publique ou privée, conformément à la législation congolaise en vigueur, ainsi que l'obtention d'un certificat de sécurité. Pour pallier aux problèmes de sécurité liés aux entrées poreuses et de la clôture non adaptée, il a déjà lancé une soumission pour l'érection d'une clôture moderne avec un système de tourniquet moderne pour le stade de Martyrs. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 38e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 4 avril 2025. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 8 textes, 1, projet de loi relevant du secteur de la justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau a soumis au Conseil 2 projets de textes. Le premier portant sur l'autorisation de la prorogation de l'état de siège et les seconds portant sur l'habilitation du gouvernement. Après débat et délibération, les 2 textes ont été adoptés.
Projet des textes relevant du secteur de finances. Les ministres des Finances a soumis au Conseil 5 textes pour examen et approbation. Il s'agit respectivement du projet de décret portant réglementation de la vidéo-verbalisation en matière de contravention routière, le projet des décrets portant modalité d'exploitation et des fonctionnements du lieu de mise en fourrière de véhicules, les projets des décrets fixant le cadre général de réévaluation légale de l'actif immobilisé des entreprises, le projet de loi portant principes fondamentaux du secteur de jeux d'argent et des hasards en République démocratique du Congo, et enfin le projet de loi portant modification de la loi numéro 15/05 du 17 mars 2025 portant code des assurances. Après débat et délibération, ces textes ont aussi été adoptés. Dernier texte soumis au Conseil de ministres de ce jour, projet des décrets relevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures a soumis au Conseil le projet des décrets afférents au régime d'attribution de droits pétroliers à la Société nationale dans le cadre de la valorisation des ressources en hydrocarbures et de la relance du processus d'exploration et d'exploitation en République démocratique du Congo. En exécution de la lettre de mission de la Première ministre, il a motivé la nécessité de déterminer une nouvelle stratégie de relance des travaux d'exploration et de dynamisation de la production pétrolière dans le cadre de la valorisation du domaine pétrolier. C'est dans ce sens que la nouvelle stratégie consiste dans l'immédiat à l'attribution à notre société nationale Sonaïdroc des droits pétroliers pour les blocs 1 et 2 du Graben Albertine sur la base d'un contrat de service conformément à la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, ce qui requiert un cadre réglementaire conséquent. Le présent texte a donc l'avantage de confirmer de manière précise les modalités d'attribution directe de droits des hydrocarbures à la société nationale et les régimes juridiques et fiscaux y afférents dans le respect des dispositions légales en matière des hydrocarbures. Après débat et délibération, le Conseil a approuvé ces projets de décret. Commencé à 15h24, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 20h31. Je vous remercie.